Le docteur Lemaire referma le dossier patient de Jean-Pierre Dubois et fixa Sophie d'un regard qu'elle n'avait jamais vu en 7 années de consultation. De la curiosité. La neurologue traitait des patients atteints d'Alzheimer depuis 22 ans. Elle avait vu des centaines de cas, des milliers d'IRM, des dossiers qui se terminaient toujours de la même manière. Une dégradation progressive, sans exception. Mais ce cas était différent. Le docteur Lemaire retira ses lunettes et les posa sur le bureau. Sa voix était prudente, presque méfiante. « Madame Martin Dubois, dit-elle, j'ai une question à vous poser. Sophie Martin Dubois, 58 ans, PDG d'un groupe de 12 hôtels de charme, redressa le dos dans le fauteuil en cuir. Elle avait l'habitude des réunions de direction, des décisions qui se chiffraient en millions d'euros, des contrats internationaux. Mais ce regard du docteur Lemaire, la déstabilisa. « Je vous écoute », répondit Sophie. Le docteur fit pivoter son ordinateur portable vers elle. À l'écran, un graphique, des ondes cérébrales, bleues, rouges, jaunes. Sophie ne comprenait rien à tout ça, mais elle comprenait les graphiques, les chiffres, les tendances, et ce qu'elle voyait n'avait aucun sens. « Qui cuisine chez vous ?» Sophie cligna des yeux. « Pardon ?»« Ces 3 derniers mois, » dit le docteur en pointant l'écran. Jean-Pierre a montré une activité neuronale que je ne vois péas chez les patients atteints d'Alzheimer à un stade avancé. Quelque chose stimule fortement sa mémoire olfactive. Sophie sentit la gorge se nouer. Une activité neuronale. Jean-Pierre ne reconnaît plus personne depuis 4 ans, pas même moi. Son mari, l'amour de sa vie. L'homme qu'il avait regardé dans les yeux à Paris il y a 30 ans et lui avait dit qu'ils construiraient une vie ensemble. Maintenant, il ne connaissait même pas son nom. « Je ne cuisine pas, » dit Sophie. Sa voix sonna faible, presque honteuse. « Je n'ai pas le temps. » Le docteur acquiesça lentement. « Et votre employée de maison ?» Sophie fronça les sourcils. « Nadia, elle se contente de faire le ménage. » Le docteur Lemaire ouvrit une deuxième fenêtre sur l'ordinateur portable. Des données, des dates, des horaires. Voici les ondes cérébrales de Jean-Pierre au cours des 12 dernières semaines. Vous voyez ces pics. Sophie se pencha en avant. Il y avait des pics, beaucoup, comme de petites montagnes sur un électrocardiogramme. Ils se produisent tous les jours, continua le docteur, toujours à la même heure. 18h47, l'heure du dîner. Sophie cessa de respirer. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, restez jusqu'à la fin.
Parce que ce que Sophie a découvert en rentrant chez elle ce soir-là à 18h47 a changé tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et sur qui connaissait vraiment son mari. Revenons 8 mois en arrière. Sophie Martin-Dubois venait de renvoyer la 5e aide-soignante de Jean-Pierre en 2 ans. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, pas parce qu'elles ne faisaient pas leur travail. Mais parce que Sophie ne supportait plus de voir la pitié dans leurs yeux à chaque fois qu'elles entraient dans la pièce où Jean-Pierre passait ses journées, assis sur une chaise, regardant la fenêtre, sans rien voir. Sophie avait besoin de quelqu'un qui ne le regarde pas avec pitié. Elle avait besoin de quelqu'un qui soit simplement là. Nadia Garnier arriva un mardi matin, 48 ans, cheveux relevés en une tresse, uniforme bleu impeccable, main ferme. Elle ne posa pas de questions, ne montra aucune surprise en voyant Jean-Pierre. Elle se contenta d'acquiescer et dit « Je comprends ». Sophie l'embaucha sur le champ. Pendant les 3 premiers mois, Nadia fut exactement ce que Sophie avait demandé. Silencieuse, efficace, invisible. Elle nettoyait la maison, aidait Jean-Pierre pour les repas, l'emmenait aux toilettes, le changeait. Tout ce que les autres aides-soignantes avaient fait. Mais il y avait quelque chose de différent. Nadia ne se précipitait pas. Quand elle donnait à manger à Jean-Pierre, elle ne le faisait pas mécaniquement. Elle lui parlait doucement, comme s'il pouvait comprendre. Quand elle l'aidait à se promener dans le jardin, elle ne le traînait pas. Elle marchait à ses côtés, décrivant les fleurs, le ciel, les oiseaux, comme s'il écoutait. Sophie le remarquait quand elle rentrait à la maison, toujours tard. Toujours épuisée, 20 minutes. C'était tout le temps qu'elle passait avec Jean-Pierre chaque jour. 20 minutes pendant lesquelles elle lui prenait la main, lui disait qu'elle l'aimait et s'en allait. Parce que rester plus longtemps faisait trop mal. Mais il y avait un détail que Sophie n'a pas remarqué pendant des mois. Chaque fois que Sophie rentrait à la maison, il y avait une odeur. Pas une odeur de nettoyant, pas de désinfectant. Une odeur de cuisine maison. Sophie supposa que Nadia cuisinait pour elle-même, pour son dîner. Cela ne la dérangeait pas. Nadia avait le droit d'utiliser la cuisine. Mais cette odeur, il y avait quelque chose de familier. Quelque chose que Sophie n'arrivait pas à identifier jusqu'à cet après-midi à la clinique, quand le docteur Lemaire lui a montré les pics sur les ondes cérébrales de Jean-Pierre. 18h47, tous les jours.
Sophie quitta la clinique et ne retourna pas à son bureau. Elle appela son assistante, annula toutes les réunions de la journée et rentra directement chez elle. Il était 18h20 quand elle arriva. Nadia ne savait pas qu'elle viendrait. Sophie gara la voiture et resta assise un instant. Le soleil commençait à se coucher. La maison semblait paisible, comme toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose se passait. Quelque chose que le docteur avait détecté sur un graphique d'ondes cérébrales. Quelque chose qui se produisait tous les jours à 18h47. Sophie prit une inspiration, descendit de la voiture, ouvrit la porte d'entrée, et l'odeur la frappa comme un choc en plein cœur. Ce n'était pas seulement de la cuisine maison, c'était une odeur spécifique. Une odeur qu'elle n'avait pas sentie depuis 30 ans, depuis l'Italie, depuis la Toscane. Depuis une petite trattoria à Montepulciano, où elle et Jean-Pierre avaient mangé pendant leur lune de miel. Des papardelles al cinghiale, des pâtes à la sauce de sanglier, du vin rouge, des herbes de la région. Le plat que Jean-Pierre avait goûté et déclaré les yeux brillants, cette saveur, c'est nous pour toujours. Et maintenant, cette odeur était dans sa maison. Sophie marcha lentement dans le couloir. Son cœur battait si fort qu'elle sentait le pouls dans ses tempes. Elle entendit des voix. Non, une voix. Nadia, parlant doucement depuis la cuisine. Et alors, Sophie entendit quelque chose qui la figea sur place. Un rire. Non, pas un rire. Un son. Un balbutiement. Quelque chose qui ressemblait à un rire. Venant de Jean-Pierre. Son mari n'avait pas émis un son cohérent depuis 4 ans. Sophie s'approcha de la porte de la cuisine, doucement. Ou sans faire de bruit, la porte était entr'ouverte. Et ce qu'elle vit changea tout. Si cette histoire vous donne déjà la chair de poule, mettez un j'aime, parce que ce qui va suivre va vous briser le cœur. Jean-Pierre Dubois avait été architecte, pas n'importe quel architecte, un brillant. Il concevait des hôtels, des musées, des bâtiments qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'il les dessine. Sophie l'avait rencontré à Paris, en 1992. Elle étudiait l'administration hôtelière. Il préparait une maîtrise en architecture. Ils s'étaient rencontrés dans une librairie. Tous les deux cherchaient le même livre sur le design art déco. Il lui céda le livre. Elle lui donna son numéro. 6 mois plus tard, ils étaient fiancés. 1 an plus tard, ils se marièrent. Lune de miel en Toscane, Italie. Sophie n'avait jamais vu Jean-Pierre aussi heureux que pendant ces 10 jours à Montepulciano. Un petit village.
Des collines verdoyantes, des vignobles, des rues pavées. Ils mangèrent dans une trattoria sans nom, juste une porte verte et une odeur de bois qui brûle. Le propriétaire leur servit des pappardelles al cinghiale, des pâtes faites à la main, une sauce au sanglier mijotée pendant 8 heures, du vin de la maison. Jean-Pierre goûta la première bouchée et ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il pleurait. Sophie eut peur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jean-Pierre sourit. Il prit sa main. « Cette saveur, dit-il, cette saveur, c'est nous, pour toujours. » Sophie ne comprit pas, mais elle sourit en retour. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces mots seraient prophétiques, parce que 30 ans plus tard, quand l'esprit de Jean-Pierre ne se souviendrait plus de son nom, quand son cerveau aurait effacé Paris, les hôtels, les bâtiments, sa propre vie, son corps se souviendrait encore de cette saveur. Jean-Pierre et Sophie revinrent en France et construisirent une vie. Ils concevaient, elle gérait. Ensemble, ils ouvrirent 12 hôtels de charme à travers le pays. Ils travaillèrent dur, voyagèrent peu. Ils étaient toujours occupés, mais ils étaient ensemble, et cela suffisait, jusqu'à ce que ça cesse de suffire. Jean-Pierre fêta ses 55 ans et commença à oublier des mots, de petites choses, des noms d'objets, des adresses. Sophie pensa que c'était le stress, l'âge, mais les mots continuèrent de disparaître. À 56 ans, Jean-Pierre se perdit en rentrant chez lui. Un itinéraire qu'il avait emprunté 1000 fois. À 57 ans, il oublia le nom de sa mère. À 58 ans, un neurologue prononça le mot que Sophie évitait depuis longtemps. Alzheimer. À début précoce, agressif, pas de guérison, pas de traitement efficace. Seulement une détérioration progressive jusqu'à ce que la personne que vous avez connue disparaisse complètement. Sophie refusa de l'accepter. Elle chercha des spécialistes, les meilleurs médecins de France, des États-Unis, d'Europe. Tous dirent la même chose. « Je suis désolé. » À 60 ans, Jean-Pierre cessa de travailler. À 61 ans, il cessa de reconnaître Sophie comme son épouse. Il la traitait comme une amie, une infirmière. À 62 ans, il cessa de la reconnaître du tout. Il avait maintenant 62 ans. Maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Sévère. Il ne parlait pas, ne marchait pas seul, ne savait pas où il était. Il passait ses journées assis sur une chaise près de la fenêtre, regardant, sans voir. Et Sophie s'engloutit dans le travail, 14 heures par jour, 7 jours par semaine. Non pas parce qu'elle avait besoin d'argent,
Elle en avait assez pour 10 vies, mais parce que travailler était plus facile que d'être à la maison, plus facile que de voir l'homme qu'elle aimait transformé en un étranger, plus facile que de ressentir la culpabilité de ne pas avoir pu voyager, de ne pas avoir fermé son ordinateur portable, de ne pas avoir été présente quand il savait encore qui elle était. Maintenant, il était trop tard. Du moins, c'est ce que Sophie croyait. Jusqu'à ce que Nadia Garnier entre dans sa vie. Pendant les 4 premiers mois, Nadia n'était qu'une employée efficace. Mais au 5e mois, quelque chose changea. Sophie commença à remarquer de petits détails. Jean-Pierre était plus calme, moins agité. Son regard, bien que perdu, semblait moins vide. Et cette odeur de cuisine maison qui embaumait la maison chaque après-midi. Sophie ne demanda rien. Elle n'avait pas le temps. Mais un soir, il y a 2 mois, elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Il était presque 21 heures. La maison était silencieuse. Nadia était déjà partie. Sophie alla dans la chambre de Jean-Pierre. Il dormait. Il semblait paisible. Sur la table de chevet, il y avait une serviette pliée. Sophie la prit. Elle sentait cette nourriture, cette sauce. Et il y avait une tache marron foncé. Sauce tomate ou quelque chose de similaire. Sophie la reposa là et sortit de la chambre. Mais cette nuit-là, elle ne put pas dormir, parce que cette odeur était toujours familière. 3 semaines plus tard, Sophie rentra chez elle un samedi matin. Elle avait oublié des documents. Nadia nettoyait le bureau. Sophie monta chercher les papiers, et en allant à la salle de bain, elle passa devant la chambre de Nadia. La porte était entr'ouverte. Sophie n'était pas de ces personnes qui fouillent dans les chambres des employés, mais quelque chose l'arrêta. Sur la table de chevet de Nadia, il y avait un livre. Pas n'importe quel livre, un livre de cuisine. Toscane, recettes traditionnelles. Sophie se figea. Elle poussa la porte lentement. Sur le lit, il y avait un album de photos. Son album de photos, celui de la lune de miel. Sophie entra. L'album était ouvert à une page spécifique. Une photo d'elle et de Jean-Pierre à Montepulciano, 1995, devant la trattoria à la porte verte, souriant, jeune, amoureux. Et à côté de la photo, il y avait une note écrite à la main. Montepulciano, 1995. Papardelle al cinghiale. Lune de miel. C'est la saveur qu'il aimait. L'écriture était celle de Nadia. Sophie sentit ses jambes trembler. Elle prit l'album, tourna les pages. Il y avait d'autres notes. Sur chaque photo de la lune de miel.
Dans chaque restaurant où ils avaient d'où manger, Nadia avait fait des recherches, avait noté, avait étudié. Sophie laissa l'album exactement comme elle l'avait trouvé. Sortit de la chambre, descendit les escaliers, prit ses documents et partit sans rien dire. Mais cette nuit-là, dans son bureau, Sophie ne put pas se concentrer. Une employée de maison avait fait quelque chose qu'elle, avec tout son argent, n'avait pas pensé à faire, chercher dans le passé. Chercher les moments heureux, chercher la saveur que Jean-Pierre avait déclarée éternelle, et la cuisiner. Pourquoi faire cela? Jean-Pierre ne pouvait pas parler, ne pouvait pas dire s'il aimait ça, ne pouvait rien se rappeler. Pourquoi Nadia faisait-elle ça? Sophie avait besoin de le savoir, mais elle ne demanda pas encore, parce qu'une partie d'elle avait peur de la réponse. Peur que la réponse la fasse se sentir encore plus coupable qu'elle ne se sentait déjà. Si vous avez l'impression que cette histoire vous touche de trop près, vous n'êtes pas le seul. Il y a un commentaire épinglé ci-dessous où vous pouvez partager votre propre histoire. Parce que nous avons tous quelqu'un que nous aimons. Et nous avons tous peur de le perdre. 2 semaines après avoir trouvé l'album, Sophie reçut l'appel du docteur Lemaire. Les résultats des derniers IRM de Jean-Pierre étaient prêts. Sophie alla à la clinique en s'attendant à la même chose que d'habitude. Une détérioration progressive, sans changement, sans espoir. Mais le docteur Lemaire avait cette expression « curiosité » et elle lui montra le graphique, les pics dans les ondes cérébrales, 18h47. Tous les jours, une activité neuronale qui ne devrait pas exister chez un patient atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Quelque chose stimule sa mémoire olfactive, avait dit le docteur. Et maintenant, Sophie était dans le couloir de sa propre maison. 18h35. L'odeur des papardelles al cinghiale embaumant l'air, la voix de Nadia parlant doucement dans la cuisine, et ce son impossible venant de Jean-Pierre. Sophie se dirigea vers la porte de la cuisine, lentement. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. La porte était entr'ouverte. Sophie jeta un coup d'œil, et ce qu'elle vit la coupa le souffle. Nadia était près de la cuisinière. Son uniforme bleu était éclaboussé de sauce tomate. Des taches rougeâtres sur le tablier blanc, ses cheveux relevés dans la tresse habituelle, avec quelques mèches qui s'échappaient à cause de la chaleur de la cuisine. Des gants jaunes. Elle remuait une grande casserole en cuivre. De la vapeur montait en spirale, dense, aromatique. L'odeur était inconnaissable. Ce n'était pas n'importe quel plat italien. C'étaient des papardelles au sanglier, avec la touche exacte de romarin, le vin rouge réduit, la pointe de poivre noir.
exactement comme Sophie s'en souvenait de cette trattoria à Montepulciano, exactement comme elle l'avait senti il y a 30 ans, exactement comme Jean-Pierre l'avait aimé. Sophie sentit ses jambes trembler. Comment était-ce possible? Comment Nadia connaissait-elle la recette exacte? Comment savait-elle pour la Toscane? Comment savait-elle pour leur voyage de noces? Mais ce n'est pas cela qui lui coupa le souffle. C'était Jean-Pierre. Son mari était assis dans son fauteuil roulant, à 1 mètre de la cuisinière, et il ne regardait pas dans le vide. Il regardait Nadia. Ses yeux, habituellement perdus, étaient fixes, attentifs. Et sa bouche était légèrement ouverte, comme s'il sentait, comme s'il savourait l'air. Nadia parlait tout en cuisinant, doucement, comme toujours. Comme en Toscane, Monsieur Dubois. Vous vous souvenez, quand vous et Madame Sophie étiez jeunes? Et que le monde n'était que vous deux. Jean-Pierre ne répondit pas, mais sa poitrine montait et descendait plus rapidement, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit ne pouvait pas atteindre. La trattoria à la porte verte, continua Nadia sans se retourner. Le propriétaire cuisinait ça pendant 8 heures. Il disait que le secret était dans le temps, dans la patience. Sophie resta figée dans le couloir. Ce n'était pas cuisiner pour cuisiner. C'était de la thérapie. Nadia prit une cuillère, goûta la sauce, acquiesça, satisfaite. C'est presque prêt, Monsieur Dubois, plus que quelques instants. Et alors, il se passa quelque chose de petit, quelque chose qui ne devrait pas être possible. Jean-Pierre leva la main, à peine quelques centimètres, tremblante, lente, mais il la leva, vers l'odeur, comme s'il voulait la toucher. Nadia le vit, elle déposa la cuillère. S'essuya les mains sur son tablier et marcha vers lui. « Ça sent bon, n'est-ce pas ?» Sa voix était si douce que Sophie l'entendit à peine. « C'est la saveur que vous aimiez, la saveur que vous disiez être pour toujours. » Jean-Pierre ne dit rien, mais de ses yeux commencèrent à couler des larmes, lentement, silencieusement. Des larmes qui roulaient sur ses joues, tandis qu'il regardait Nadia comme si elle était la personne la plus importante au monde. Et Nadia, sans rien dire d'autre, prit une serviette et essuya ses larmes, avec une tendresse que Sophie n'avait pas vue depuis des années, avec une tendresse qu'elle-même avait oublié comment donner. Sophie quitta la maison sans faire de bruit. Elle monta dans la voiture, ferma la porte et pleura. Pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis 7 ans, parce qu'une employée de maison, une femme qui gagnait à peine le SMIC,
avait fait quelque chose qu'elle, avec toute sa fortune, n'avait pas pu faire, trouver le moyen d'atteindre Jean-Pierre, pas avec des médicaments, pas avec des médecins, pas avec de l'argent, mais avec de l'amour, avec de la patience, avec de la mémoire. Sophie ne rentra pas à la maison ce soir-là. Elle envoya un message à Nadia disant qu'elle rentrerait tard et conduisit sans but dans la ville jusqu'à passer minuit. Quand elle rentra enfin, la maison était silencieuse. Nadia était partie. Jean-Pierre dormait dans sa chambre. Sur la table de chevet, il y avait une serviette pliée. Sophie la prit. Elle sentait les papardelles, et il y avait une tache de sauce, la même tache qu'elle avait vue il y a 2 mois. Sophie s'assit sur le lit à côté de Jean-Pierre. Il respirait tranquillement. Son visage était détendu. Il avait l'air en paix, plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des années. Sophie lui prit la main. « Pardonne-moi. » murmura-t-elle. « Pardonne-moi de ne pas avoir su comment t'aimer quand tu ne pouvais plus te souvenir de moi. » Jean-Pierre ne répondit pas, mais Sophie resta là, tenant sa main, sentant la serviette qui sentait la Toscane. Le voyage de noces. Pour toujours, le lendemain matin, Sophie annula toutes ses réunions. Elle appela son assistante et lui dit qu'elle ne viendrait pas au bureau. Pour la première fois en 4 ans. Quand Nadia arriva à 8 heures du matin, Sophie l'attendait dans la cuisine. Nadia s'arrêta à la porte. Surprise. « Bonjour, madame. » Sophie ne dit rien pendant un moment. Elle la regarda simplement. 48 ans, uniforme bleu, tresse parfaite, main ferme. « Depuis combien de temps cuisinez-vous pour lui ?» demanda-t-elle finalement. Nadia baissa les yeux. « 6 mois, madame. » Pourquoi ? Nadia serra les lèvres, comme si elle ne savait pas si elle devait répondre. Parce que, sa voix se brisa légèrement, parce que je sais ce que c'est de perdre l'amour de sa vie. Sophie sentit la gorge nouée. « Vous avez perdu quelqu'un ?» Nadia acquiesça. « Mon mari, il y a 15 ans. Accident de travail. Nous étions mariés depuis 7 ans. Je suis désolé. » Nadia leva les yeux. Ses yeux étaient humides mais fermes. « Moi aussi, madame. Mais quand je l'ai perdu, il n'était déjà plus là. Je ne pouvais plus rien faire. » Elle fit une pause. Mais Monsieur Dubois est encore là. Son corps respire encore. Son cœur bat encore. Et moi, je ne pouvais pas rester les bras croisés à vous regarder le perdre, alors qu'il était encore vivant. Sophie ferma les yeux. Les mots de Nadia furent comme un choc en plein cœur. Parce qu'elle avait raison. Sophie avait cessé de se battre. Elle avait cessé de chercher. Elle avait cessé d'essayer. Parce qu'il était plus facile de supposer que Jean-Pierre était déjà parti.
Mais Nadia, une femme qui n'avait aucune obligation, qui ne recevait rien en retour, elle avait continué d'essayer. « Comment avez-vous connu la recette ?» demanda Sophie. Nadia marcha vers la table et s'assit, lentement, comme si elle était fatiguée. « J'ai trouvé l'album de photos il y a 7 mois. Il était dans le bureau. Vous m'aviez demandé de nettoyer les bibliothèques. » Sophie se souvint. Oui, elle lui avait demandé cela. « J'ai vu les photos d'Italie. » continua Nadia. « Et j'en ai vu une où vous étiez devant un restaurant. Vous aviez l'air si heureux, si complet. » Elle fit une pause. Au dos de la photo, vous aviez écrit « Montepulciano, la trattoria à la porte verte. Le plus beau jour de notre vie. » Sophie sentit des larmes couler sur ses joues. Elle avait oublié cette note. Elle avait oublié ce jour. Elle avait oublié à quel point ils avaient été heureux. « J'ai cherché sur Internet, » dit Nadia. J'ai trouvé le village, j'ai trouvé des forums de cuisine italienne, j'ai posé des questions dans des groupes de cuisine. J'ai mis 3 mois à trouver la recette exacte. Pappardelle al cinghiale, pâte faite à la main, sauce au sanglier mijotée pendant 8 heures. Et tu as fait ça pour lui? Nadia acquiesça. Au début, je voulais juste essayer une fois, voir si quelque chose se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour où j'ai préparé la recette et que je l'ai donnée à Monsieur Jean-Pierre, il n'a pas réagi. Il a mangé comme d'habitude, mécaniquement. Mais quand il a fini de manger, il a fermé les yeux et sa respiration a changé. Il est devenu calme, plus calme que je ne l'avais jamais vu. Alors j'ai réessayé le lendemain et le suivant, et au 12e jour, Nadia essuya une larme. Au 12e jour, Monsieur Jean-Pierre a pleuré. Sophie porta ses mains à sa bouche. Il n'a pas pleuré fort, il n'a pas fait de bruit, juste des larmes qui coulaient sur son visage pendant qu'il mangeait, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit ne pouvait pas. Et j'ai su que je devais continuer. C'est pour ça que tu cuisines tous les jours à 18h47. Nadia acquiesça. Je tiens un registre. Madame, dans un cahier. Jour 1, jour 2, jour 3, je suis au jour 184. Sophie resta silencieuse. 184 jours. Plus de 6 mois, Nadia avait préparé cette recette 184 fois, sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne la paie en plus, sans que personne ne le sache, juste parce qu'elle croyait que ça en valait la peine. « Je peux le voir ?» demanda Sophie. Le cahier. Nadia se leva, quitta la cuisine. Elle revint 2 minutes plus tard avec un cahier bleu, petit, usé. Elle le tendit à Sophie. Sophie l'ouvrit. La première page disait « Recette pour Monsieur Jean-Pierre ».
Parce que l'amour ne vit pas dans la mémoire, il vit dans les sens. Sophie tourna les pages. Chaque page avait une date, une note, une observation. Jour 1. J'ai préparé la recette. Monsieur Jean-Pierre a mangé mais n'a pas réagi. Jour 12. Il a pleuré. Première réaction émotionnelle. Jour 34. Il a levé la main vers l'odeur. Semble la reconnaître. Jour 47. J'ai essayé de lui parler de la Toscane pendant que je cuisinais. Il est resté à me regarder fixement. Comme s'il comprenait. Jour 89. J'ai ajusté la recette. L'odeur est maintenant plus forte. Exact. Monsieur Jean-Pierre a souri. C'était à peine une seconde. Mais il a souri. Jour 127. Aujourd'hui, il a dit quelque chose. Ce n'était pas clair. Mais c'était un son intentionnel. Jour 184. Aujourd'hui, Madame Sophie est arrivée tôt. Je ne sais pas si elle m'a vu, mais je crois qu'il est temps qu'elle sache. Sophie referma le cahier, le serra contre sa poitrine. Et pleura. Nadia se leva et posa une main sur son épaule. « Ne pleurez pas, madame. Monsieur Jean-Pierre est toujours là. On peut encore l'atteindre. Il suffit de parler sa langue. Et sa langue maintenant, c'est l'odorat, le goût, la mémoire du corps. » Sophie leva les yeux. « Enseigne-moi. Madame, enseigne-moi à cuisiner la recette. Je veux le faire avec toi. » Nadia sourit. « Ce sera un honneur. Ce soir-là, à 18h, Sophie et Nadia cuisinèrent ensemble. Pour la première fois depuis 8 mois, Sophie n'était pas en réunion. Elle ne répondait pas à ses emails, elle ne relisait pas des contrats. Elle était dans sa cuisine, les mains dans la pâte, apprenant à faire des papardelles à partir de zéro. Nadia lui enseignait avec patience. Voilà, pétrissez lentement, sentez la texture. Elle doit être douce mais ferme. Sophie n'était pas douée en cuisine. Elle ne l'avait jamais été. Mais pour la première fois depuis des années, ça ne la dérangeait pas de ne pas être douée dans quelque chose. Seule importait d'essayer. À 18h47, les pâtes étaient reprêtes. L'odeur embaumait la maison. Sophie et Nadia conduisirent Jean-Pierre dans la cuisine. Elles l'installèrent sur sa chaise, face à la cuisinière. Et Sophie vit ce que Nadia avait vu pendant 184 jours. Jean-Pierre leva les yeux et les fixa sur la casserole. Sa respiration changea, ses yeux s'embuèrent, et de nouveau, des larmes commencèrent à couler. Sophie s'agenouilla à côté de lui. Elle lui prit la main. « C'est moi, Jean-Pierre, c'est Sophie, ta femme. » Jean-Pierre ne dit rien, mais il serra sa main, à peine, faiblement. Mais il la serra, et Sophie sut. Elle sut que Nadia avait raison. Jean-Pierre était toujours là, perdu quelque part au fond de son esprit. Mais l'odeur de la Toscane, le goût de leur lune de miel, le souvenir gravé dans ses sens, cela pouvait encore l'atteindre.
Et s'il y avait quelque chose qui pouvait encore l'atteindre, alors il y avait encore de l'espoir, il y avait encore de l'amour, il y avait encore un pour toujours. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Sophie? Continueriez-vous à travailler 14 heures par jour? Ou rentreriez-vous à la maison? Ne répondez pas vite. Réfléchissez vraiment. Sophie prit une décision ce soir-là. Une décision qui allait tout changer. Elle appela son vice-président. Lui dit qu'elle avait besoin de réduire ses heures de 14 heures à 8, immédiatement. Tout va bien. Madame Martin-Dubois? Tout va bien, répondit Sophie. Pour la première fois depuis des années, tout va bien. Pendant les 3 mois suivants, Sophie rentrait à la maison tous les jours à 17h30, une demi-heure avant que Nadia ne commence à cuisiner, et elles cuisinaient ensemble. Sophie apprit à faire les pâtes à partir de zéro, à faire mijoter la sauce pendant 8 heures. À ajuster le goût exact. Elle apprit à parler à Jean-Pierre pendant qu'elle cuisinait, comme s'il pouvait comprendre, comme s'il était là. Et parfois, il semblait que oui. Jean-Pierre pleurait presque tous les jours quand il sentait la nourriture. Parfois, il levait la main. Parfois, il serrait les doigts de Sophie. Petit geste, imperceptible pour n'importe qui. Mais pour Sophie, ils étaient le monde entier, parce qu'ils signifiaient que son mari. D'une manière ou d'une autre, se battait encore pour rester, essayait encore de se souvenir, était encore là. Si cette histoire vous brise le cœur, vous n'êtes pas le seul. Mettez un j'aime si vous croyez que le véritable amour ne meurt jamais, même lorsque l'esprit oublie. C'était le jour 219, 3 mois après que Sophie ait commencé à cuisiner avec Nadia. Sophie rentra à la maison à 17h30 comme d'habitude. Mais Nadia n'était pas là. Il y avait un message sur son téléphone. Madame. Je suis désolé. Ma sœur a eu une urgence. J'ai dû quitter la ville. Je reviendrai demain. Le cahier est dans la cuisine. La recette est à la page 47. Vous pouvez le faire seule. Sophie sentit la gorge nouée. Elle n'avait jamais cuisiné la recette seule. Ça avait toujours été avec Nadia, toujours avec son aide, sa patience. Mais elle n'avait pas le choix. Jean-Pierre avait besoin de sa nourriture. Il avait besoin de sa routine. Il avait besoin de cette odeur à 18h47. Sophie alla dans la cuisine. Elle prit le cahier bleu, ouvrit à la page 47 et commença à pétrir la pâte, lentement, comme Nadia lui avait appris, à faire mijoter la sauce. 8 heures, avec patience, avec amour. Et à 18h30, elle conduisit Jean-Pierre dans la cuisine. Elle l'installa sur sa chaise, face à la cuisinière. Et pour la première fois en 3 mois, ils étaient seuls. Seuls Sophie et Jean-Pierre. Comme avant, comme toujours. Sophie mélangea la sauce.
L'odeur emplit la cuisine. Et alors, elle commença à parler. « Tu te souviens, Jean-Pierre? Tu te souviens de la Toscane ?» Sa voix tremblait. « Nous avions 28 ans. Nous venions de nous marier. Le monde était à nous. Nous sommes entrés dans cette trattoria sans nom. » Juste une porte verte, et le patron nous a servi ça. Elle désigna la marmite, des papardelles au sanglier. Et toi, tu as goûté la première bouchée, et tu as pleuré. Sophie essuya ses larmes. J'ai eu peur. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas, mais tu m'as pris la main et tu as dit... Sa voix se brisa. Ce goût, c'est nous, pour toujours. Sophie arrêta de remuer. Elle se tourna vers Jean-Pierre. Il la regardait. Pas avec les yeux perdus d'habitude, mais fixe, comme s'il la voyait, vraiment voyant. Jean-Pierre. Il ne répondit pas, mais sa bouche bougea, lentement, tremblotante. Et alors, il a dit quelque chose. C'était à peine un murmure, si bas que Sophie crut l'avoir imaginé. Mais elle l'a entendu, un mot, clair, intentionnel. Sophie. Sophie se figea. Jean-Pierre venait de prononcer son nom. Pour la première fois en 4 ans, après 1460 jours de silence. Après que tous les médecins aient dit que c'était impossible. Après que Sophie ait perdu espoir. Jean-Pierre avait dit son nom. Sophie tomba à genoux. Près de lui, elle prit ses mains, les serra contre sa poitrine. « C'est moi, Jean-Pierre, je suis là. » Jean-Pierre la regardait. Des larmes coulèrent sur son visage et sa bouche bougea de nouveau. Un autre murmure. « Pour toujours. » Sophie n'en pouvait plus. Elle embrassa Jean-Pierre, serra son visage contre son épaule et pleura. Elle pleura pour les 4 années perdues, pour les mots non dits, pour le temps qu'il ne récupérerait jamais. Mais elle pleura aussi de gratitude, parce que Nadia Garnier, une employée de maison qui n'avait aucune obligation, avait trouvé le moyen de ramener Jean-Pierre. Pas complètement, peut-être jamais complètement, mais suffisamment. Suffisamment pour qu'il dise son nom, suffisamment pour qu'il se souvienne pour toujours, suffisamment pour que Sophie sache que l'amour qu'ils avaient construit pendant 30 ans n'avait pas disparu. Il était seulement endormi, et l'odeur de Toscane l'avait réveillé. Ce soir-là, Sophie appela le docteur Lemaire, elle.
lui raconta tout, les papardelles, les 219 jours, les larmes, le carnet, et les 2 mots que Jean-Pierre avait dit, Sophie, pour toujours. Le docteur Lemaire resta silencieuse un instant. Quand elle parla, sa voix était pleine d'étonnement. « Madame Dubois, dit-elle, en 22 ans de neurologie, j'ai vu beaucoup de choses, mais ça... » Elle fit une pause. « C'est extraordinaire. Est-ce possible que la mémoire olfactive est... » « C'est plus que possible, interrompit le docteur. C'est exactement comme... » Fonctionne le cerveau avec la maladie d'Alzheimer. La mémoire olfactive est l'une des dernières à disparaître, parce qu'elle est connectée directement aux émotions, au système limbique, à la partie la plus primitive du cerveau. Jean-Pierre ne se souvient pas de votre nom parce qu'il l'a appris. Il s'en souvient parce qu'il l'a ressenti. Il l'a ressenti dans cette odeur, dans ce goût, dans ce moment de Toscane, il y a 30 ans. Et son corps a gardé ça plus profondément que n'importe quel mot, plus profondément que n'importe quel visage. Plus profondément que n'importe quel souvenir. Sophie ferma les yeux. Va-t-il continuer à s'améliorer? Le docteur soupira. Je ne sais pas. La maladie d'Alzheimer ne s'arrête pas. Elle ne se guérit pas. Mais ce que vous et Nadia avez fait, vous lui avez donné quelque chose qu'aucun médicament ne peut donner. Vous lui avez donné de la connexion, de la présence, de l'amour. Et ça, Madame Dubois, ça vaut plus que n'importe quel traitement. Sophie raccrocha le téléphone et elle sut ce qu'elle... devait faire. Le lendemain, quand Nadia revint, Sophie l'attendait dans le salon, avec une enveloppe. « Nadia, dit Sophie, j'ai besoin de vous parler. » Nadia s'assit, nerveuse. « J'ai fait quelque chose de mal, madame ?» Sophie sourit. « Non, vous avez tout fait bien. » Elle lui tendit l'enveloppe. Nadia l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un chèque de 50 000 €. Nadia manqua d'air. « Madame, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un cadeau, dit Sophie. C'est votre salaire, votre nouveau. » Salaire? Quoi? Vous êtes promu. Vous n'êtes plus employé de maison. Elle fit une pause. Vous êtes assistante familiale. Officiellement, votre salaire sera de 2 400 € par mois. Plus l'assurance maladie, plus une chambre à vous dans cette maison si vous le souhaitez. Parce que vous n'êtes pas une employée, Nadia. Vous êtes de la famille. Nadia commença à pleurer. Madame, et il y a autre chose, continua Sophie. Elle sortit son téléphone, ouvrit un dossier, montra une vidéo à Nadia. C'était de...
La nuit précédente, Sophie cuisinant seule, parlant à Jean-Pierre, et Jean-Pierre disant son nom, Sophie, pour toujours, Nadia apporta ses mains à sa bouche. Il l'a dit, il l'a dit. Sophie acquiesça. Grâce à vous, grâce à votre dévouement, à votre amour, grâce au fait que vous n'avez pas abandonné quand moi j'avais déjà abandonné. Nadia embrassa Sophie, et les deux femmes pleurèrent. L'une parce qu'elle avait perdu l'amour de sa vie il y a 15 ans, l'autre parce qu'elle apprenait à récupérer le... au sien, et les deux parce qu'elle savait que l'amour véritable ne meurt jamais. Il a juste besoin de quelqu'un qui refuse de le laisser partir. Si vous n'avez pas les larmes aux yeux maintenant, je ne sais pas quoi vous dire. Mettez un j'aime si vous croyez qu'il y a des personnes qui sont des anges sur terre. Et certains de ces anges portent des uniformes bleus. Les 6 mois suivants furent les meilleurs que Sophie ait vécu depuis des années. Elle cuisinait avec Nadia tous les soirs. Jean-Pierre mangeait ses papardelles. Parfois, il disait des mots, pas toujours clairs, pas toujours cohérents, mais des mots. Sophie, amour, Toscane. Et une fois, au jour 287, il dit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. Ils étaient dans la cuisine. L'odeur embaumait la maison. Jean-Pierre la regarda et dit « Tu es belle ». Sophie cessa de respirer. C'était la première chose que Jean-Pierre lui avait dite quand ils s'étaient rencontrés à Paris, 30 ans plus tôt, dans une librairie, quand tous les deux cherchaient le même livre, « Tu es belle ». Et maintenant, 30 ans plus tard, avec la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, avec son esprit détruit, avec tout perdu, Jean-Pierre l'avait dit de nouveau, comme si son âme se souvenait de ce que son cerveau ne pouvait pas. Sophie s'agenouilla près de lui. Elle prit son visage entre ses mains et lui donna un baiser, le premier en 4 ans. Jean-Pierre ferma les yeux et sourit. Mais la vie n'est pas un conte de fées, et la maladie d'Alzheimer ne pardonne pas. Au jour 342, Jean-Pierre cessa de parler de nouveau. Les mots qu'il avait récupérés pendant 6 mois s'en allèrent. Sophie paniqua. Elle appela le docteur Lemaire. « C'est normal, dit le docteur. La maladie d'Alzheimer est progressive. Il y aura des jours bons et des jours mauvais. Mais ce que vous lui avez donné pendant ces 6 mois, ces moments de... Une connexion, c'est plus que ce que la plupart des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont. Sophie raccrocha le téléphone et pleura. Mais ce soir-là, à 18 ans, elle alla dans la cuisine et cuisina. Parce que même si Jean-Pierre ne parlait plus, il pouvait encore sentir, il pouvait encore pleurer, il pouvait encore serrer sa main. Et c'était suffisant. C'était de l'amour. Pas l'amour des films, pas l'amour parfait. Non, l'amour réel, l'amour qui reste.
même quand tout le reste s'en va. L'amour qui cuisine la même recette 342 fois, parce qu'il croit que ça en vaut la peine. L'amour qui n'attend rien en retour. L'amour qui simplement est là. Jour 400. Jean-Pierre ne parlait toujours pas, mais il continuait de pleurer quand il sentait l'odeur des papardelles. Il continuait de serrer la main de Sophie. Il continuait de la regarder avec ses yeux qui, même perdus, avaient encore des éclairs de reconnaissance. Et Sophie continuait de cuisiner, tous les jours, à 18h47, comme Nadia lui avait appris, comme Jean-Pierre le méritait, comme l'amour l'exigeait. Et puis, au jour 478, quelque chose a changé. Sophie cuisinait comme d'habitude. Nadia était à ses côtés, l'aidant avec la sauce. Jean-Pierre était assis sur sa chaise, observant. L'odeur embaumait la cuisine. Et Jean-Pierre, sans prévenir, commença à fredonner. Ce n'était pas une chanson. Ce n'était pas une mélodie reconnaissable, c'était juste un son heureux. Sophie et Nadia s'arrêtèrent. Elles se regardèrent et sourirent. Parce que même si Jean-Pierre ne pouvait pas parler, même s'il ne pouvait pas se souvenir, même s'il ne pouvait pas être celui qu'il avait été, son corps savait encore comment être heureux. Et cette odeur, ce goût, cette mémoire enfouie au plus profond de ses sens, tout cela lui apportait encore de la joie. Ce fut le jour où Sophie sut qu'elle avait pris la bonne décision, que de revenir à la maison, de réduire son travail, de cuisiner tous les soirs. Cela n'allait pas guérir Jean-Pierre, cela n'allait pas lui rendre la mémoire, cela n'allait pas le ramener complètement, mais cela allait lui donner quelque chose de plus important. Cela allait lui donner de la présence, cela allait lui donner de l'amour, cela allait lui donner de la dignité. Et c'était tout ce qui comptait. Ce soir-là, après le dîner, Sophie et Nadia étaient assises dans le salon. Jean-Pierre dormait, tranquille, souriant. Sophie regarda Nadia. « Je veux faire quelque chose, dit-elle. »« Quoi, madame ? Je veux que d'autres familles sachent ce que vous avez fait, ce que vous avez découvert. Je veux créer un programme, une fondation, pour enseigner aux aidants de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, la mémoire olfactive. » Et de comment utiliser la nourriture, les odeurs, les saveurs pour se connecter avec leurs proches. Nadia resta silencieuse. « Vous feriez ça ?» Sophie acquiesça. « Vous m'avez appris que l'amour ne vit pas dans la mémoire. Il vit dans l'essence. Et il y a des millions de familles qui perdent leurs proches tous les jours. Des familles qui croient qu'il n'y a plus rien à faire. Mais vous avez prouvé qu'il y a quelque chose. » Elle fit une pause.
Et je veux que le monde le sache. Nadia commença à pleurer. Ce serait un honneur, madame. 3 mois plus tard, Sophie lança la fondation Mémoire olfactive. Le concept était simple. Enseigner aux familles de patients atteints de la maladie d'Alzheimer à identifier des moments heureux du passé, mariage, voyage de noces, anniversaire, fêtes, et recréer les odeurs, les saveurs, les plats de ces moments, non pas pour guérir la maladie. Mais pour créer une connexion, pour donner aux patients quelque chose que leur esprit ne pouvait pas traiter, mais que leur corps... Oui, le programme pilote commença dans 5 hôpitaux. Nadia fut la formatrice principale. Elle enseignait aux aidants, aux infirmières, aux familles. Elle leur montrait le carnet bleu, les 478 jours, les notes. Elle leur racontait Jean-Pierre, les larmes, les 2 mots, Sophie. Pour toujours. Et quelque chose d'incroyable se produisit. Ça a fonctionné. Pas dans tous les cas. La maladie d'Alzheimer est imprévisible. Mais dans beaucoup, suffisamment pour prouver que Nadia avait découvert quelque chose de réel. Quelque chose que la science commençait à valider. Une femme à Lyon appela la fondation en pleurant. Elle s'appelait Patricia, 52 ans. Sa mère, Dolores, était atteinte de démence vasculaire depuis 3 ans. Elle n'avait pas parlé depuis 2 ans. Les médecins disaient que son cerveau était trop endommagé, qu'elle ne communiquerait plus jamais, mais Patricia se souvint de quelque chose. Quand elle était enfant, sa mère faisait des crêpes chaque Chandeleur, une recette spéciale de sa grand-mère, avec du sucre glace et du citron, et sa mère chantait pendant qu'elle cuisinait, toujours la même chanson, La vie en rose. Patricia chercha la recette, il lui fallut 3 essais, 9 heures de cuisine. Mais au 10e essai, l'odeur était exacte. Elle emmena sa mère dans la cuisine, dans son fauteuil roulant, plaça la crêpe devant elle et attendit. Dolores ne réagit pas au début, mais alors, lentement, son visage changea, ses lèvres bougèrent et elle commença à chanter, des yeux qui faisaient baisser les miens. À peine un murmure, brisé, faux, mais c'était La vie en rose, la chanson qu'elle avait chantée 1000 fois en faisant des crêpes. La chanson que son cerveau ne se souvenait pas, mais que son corps. Oui, Patricia appela la fondation ce soir-là. « Merci », dit-elle en larmes. « Merci de m'avoir rendu ma mère, ne serait-ce que pour 3 minutes. » 3 minutes valaient plus que 3 ans de silence. Un homme à Marseille écrivit un long courriel. Il s'appelait Xavier, 45 ans, ingénieur. Son père, Don René, était atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé.
Il ne reconnaissait plus personne depuis 18 mois. Xavier avait tout essayé, médicaments, thérapie, musique, rien ne fonctionnait. Mais alors, il se souvint de la bouillabaisse. Sa grand-mère faisait de la bouillabaisse pour chaque Noël, une recette de 12 poissons différents. Cela prenait 2 jours à préparer, et son père disait toujours que cette bouillabaisse était le goût de la famille. Xavier n'avait jamais cuisiné de bouillabaisse de sa vie. Mais il passa une semaine entière à apprendre. Il brûla la première fournée, la deuxième était trop salée, la troisième pas assez, mais la quatrième était parfaite. Il emmena son père dans la cuisine, lui donna une cuillère, dont René mastiqua lentement, et alors serra la main de Xavier, fort, intentionnel, et pleura. Il ne dit rien, il ne le pouvait pas, mais ses larmes, cette poignée de main, Xavier comprit. Son père était là. Perdu quelque part au fond de son esprit, mais le goût de la bouillabaisse de sa grand-mère l'avait atteint, et pour un moment, père et fils étaient reconnectés, pas avec des mots, mais avec quelque chose de plus profond, avec la mémoire du corps, avec l'amour qui vivait dans les sens. Xavier termina son courriel en disant « Vous m'avez rendu mon père, pas complètement, mais suffisamment. Suffisamment pour qu'il sache que je suis toujours là, et que lui aussi. » Des histoires comme celle-là commencèrent à arriver. Des dizaines, des centaines, des familles qui avaient perdu l'espoir et qui maintenant avaient quelque chose. Pas un miracle, pas une guérison, mais un pont. Un pont entre le passé et le présent, entre la mémoire et l'oubli, entre l'amour et la perte. 1 an après le lancement, la Fondation Mémoires Olfactives avait formé 340 aidants, avait envoyé des recettes personnalisées à plus de 500 familles. Elle avait mis au point un protocole qui était maintenant étudié dans les universités, et le docteur Lemaire, la neurologue qui avait observé les pics d'activité dans les ondes cérébrales de Jean-Pierre, était désormais conseillère médicale de la Fondation. Cette histoire ne devrait pas exister, avait déclaré le docteur Lemaire lors d'une conférence de neurologie. Selon tout ce que nous savons sur la maladie d'Alzheimer, ce que Nadia a fait ne devrait pas fonctionner. Mais cela fonctionne parce que l'amour trouve des voies que la science ne peut expliquer. Sophie était dans le public et elle pleurait parce que c'était exactement ce que Nadia avait démontré, que l'amour, le véritable amour, l'amour obstiné qui refuse d'abandonner, cet amour peut accomplir l'impossible. 2 ans après le jour où le docteur Lemaire lui avait montré le graphique des ondes cérébrales, Sophie était dans la cuisine. C'était le jour numéro 730.
2 années complètes à préparer des papardelles au sanglier. Jean-Pierre était assis sur sa chaise, comme toujours. Il ne parlait plus, il ne serrait plus les mains. La maladie d'Alzheimer avait progressé, mais il continuait de pleurer lorsqu'il sentait l'odeur de la nourriture. Il continuait de regarder Sophie avec ses yeux qui, bien que perdus, avaient encore quelque chose, de la reconnaissance, de l'amour, une mémoire du corps. Sophie posa l'assiette devant lui. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jean-Pierre leva la main, lentement, tremblante, et toucha le visage de Sophie. Il ne dit rien, mais ses doigts caressèrent sa joue, comme il avait l'habitude de le faire, 30 ans auparavant, lorsqu'ils étaient jeunes et que le monde n'était que d'eux. Sophie prit sa main, la pressa contre son visage, et murmura « Pour toujours ». Jean-Pierre, pour toujours. Cette nuit-là, Nadia trouva Sophie dans le jardin. Sophie pleurait, mais pas de tristesse, de gratitude. « Merci », dit-elle à Nadia, « merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir vu ce que je n'ai pas pu voir. Merci d'avoir cru que cela en valait la peine. » Nadia s'assit à côté d'elle. « Je n'ai rien fait de spécial, madame. Juste, aimer. C'est tout ce que j'ai fait. » Sophie secoua la tête. « Aimer quand c'est facile n'est pas un mérite. Aimer quand cela semble impossible, ça, c'est spécial. Et vous m'avez appris à le faire. » Les deux femmes restèrent silencieuses, regardant les étoiles, pensant à Jean-Pierre, à l'amour, à la mémoire, à tout ce que la maladie d'Alzheimer ne pouvait voler. Jean-Pierre Dubois est décédé le jour numéro 892, 2 ans et demi après que Nadia ait commencé à cuisiner pour lui. C'était un mardi après-midi. Le ciel était gris. Il menaçait de pleuvoir, mais il ne pleuvait pas, comme si le monde attendait avec eux. Jean-Pierre avait cessé de manger il y a 3 jours. Son corps était fatigué, trop fatigué. Les médecins avaient dit que c'était une question d'heures, peut-être un jour. Sophie ne bougea pas de son côté. Nadia non plus. À 17h, Nadia alla dans la cuisine. Sophie l'arrêta. « Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui », lui dit-elle doucement. Nadia la regarda. Ses yeux étaient rouges, mais fermes. « Si je dois le faire, madame, plus que jamais, parce que si aujourd'hui est le dernier jour, » alors que la dernière odeur que M. Dubois sente soit l'odeur de l'amour, l'odeur de vous deux, jeunes, en Toscane, quand le monde n'était qu'à vous. Sophie ne put répondre. Elle acquiesça simplement, et Nadia alla dans la cuisine. Pour la dernière fois, à 18h47, l'odeur des papardelles au sanglier emplit la maison, comme elle l'avait fait pendant 892 jours. Sophie était assise à côté de Jean-Pierre, tenant sa main. Sa respiration était superficielle.
irrégulière. Mais lorsque l'odeur parvint dans la pièce, quelque chose changea. Jean-Pierre inspira profondément, plus profondément qu'il n'avait respiré depuis des jours, comme si son corps prenait une dernière photographie, pas avec les yeux, mais avec l'odorat. Sophie se pencha vers lui parla à l'oreille. « C'est moi, Jean-Pierre, c'est Sophie, ta femme, l'amour de ta vie. Nous sommes en Toscane, mon amour, dans la trattoria à la porte verte. » Nous venons de nous marier, le monde est à nous, et le propriétaire nous sert des papardelles, les mêmes dont tu as dit qu'elles seraient nous pour toujours. La voix de Sophie se brisa. Et tu avais raison, Jean-Pierre. C'était pour toujours, parce que nous voici 30 ans plus tard, et le goût nous unit toujours. Nadia entra lentement dans la pièce. Elle apportait une petite assiette, avec un peu de sauce. Elle la tendit à Sophie. Sophie trempa son doigt dans la sauce, et avec soin, avec tant d'amour que ça faisait mal, elle en mit un peu sur les lèvres de Jean-Pierre. Jean-Pierre n'ouvrit pas les yeux. Il ne dit rien, mais ses lèvres bougèrent, à peine, comme s'il savourait, comme s'il se souvenait. Et alors, il sourit. Ce n'était pas un grand sourire. Ce n'était pas évident. C'était à peine une courbe au coin de ses lèvres. Imperceptible pour quiconque n'aurait pas passé 30 ans à l'aimer. Mais Sophie le vit, et elle sut que Jean-Pierre, dans ce moment final, dans ce dernier souffle, était encore là, pas perdu dans la maladie d'Alzheimer, pas piégé dans l'oubli, mais de retour en Toscane, de retour dans la trattoria, de retour avec elle, jeune, amoureux, heureux. Elle sut que le goût l'avait ramené, là où tout avait commencé, là où tout était parfait. Oh, pour toujours, Jean-Pierre expira, lentement, doucement, et il n'inspira plus. Il s'en alla avec ce sourire, avec le goût des papardelles sur ses lèvres, avec l'odeur de la Toscane dans l'air, avec Sophie tenant sa main, et avec Nadia debout dans la porte, pleurant en silence, parce qu'elle savait qu'elle avait fait la seule chose qui comptait. Elle avait donné à Jean-Pierre un dernier moment de bonheur, un dernier souvenir, un dernier pour toujours. Les funérailles de Jean-Pierre furent petites. Sophie ne voulait pas quelque chose de grand. Elle ne voulait pas de spectacle. Seulement la famille, les amis proches. Et Nadia, qui n'était plus une employée, mais de la famille, Nadia, qui avait fait plus pour Jean-Pierre que n'importe quel médecin. Nadia, qui avait démontré que les miracles ne venaient pas d'hôpitaux chers, mais de mains disposées à aimer sans condition, pendant la cérémonie.
Sophie prit la parole. Mon mari, dit-elle, était un grand architecte. Il a conçu des bâtiments qui semblaient impossibles. Mais la structure la plus importante qu'il ait construite n'était pas un bâtiment. C'était l'amour. Un amour si fort qu'il a survécu à la maladie d'Alzheimer. Un amour si profond qu'il vivait dans des endroits où la mémoire ne pouvait mourir. Dans l'odorat, dans le goût, dans le toucher. Et cet amour, cet amour a été préservé par une femme qui n'avait aucune obligation de le faire. Sophie regarda Nadia. Merci, Nadia, d'être l'ange dont mon mari avait besoin, et l'ange dont je ne savais pas que j'avais besoin aussi. Nadia pleura, et toutes les personnes présentes pleurèrent avec elle, parce qu'elles savaient qu'elles avaient été témoins de quelque chose de rare, quelque chose que l'argent ne peut acheter, quelque chose que la médecine ne peut prescrire. L'amour véritable. Aujourd'hui, 3 ans après le décès de Jean-Pierre, la Fondation Mémoires Olfactives continue de grandir. Elle a formé plus de 1200 aidants. Elle a soutenu plus de 2000 familles. Ses programmes sont présents dans 15 villes du Mexique. Et elle s'étend désormais aux États-Unis, en Colombie et en Espagne. Nadia est la directrice de la formation. Elle parcourt le pays, enseignant sa méthode. La méthode qu'elle a découverte en cuisinant dans une cuisine pour un homme qui ne se souvenait plus de son nom. La méthode qui a sauvé Sophie de perdre Jean-Pierre avant même que son corps ne meure. Sophie a réduit son temps de travail à mi-temps. Elle a embauché un co-PDG pour gérer le groupe d'hôtels de charme et elle consacre désormais l'autre moitié de son temps à la fondation. Pas par obligation, mais parce qu'elle y a trouvé son véritable but. Aider d'autres familles à ne pas commettre l'erreur qu'elle a failli commettre. L'erreur de baisser les bras trop tôt. L'erreur de croire qu'il n'y a plus rien à faire. L'erreur d'oublier que l'amour trouve toujours un chemin. Dans le bureau de Sophie, il y a une photo d'elle et de Jean-Pierre à Montepulciano en 1995, devant la trattoria, à la porte verte, jeune, souriant, amoureux. Et sous la photo, il y a une plaque. Sur laquelle est écrit « Cette saveur, c'est nous, pour toujours ». Jean-Pierre Dubois, 1965-2027. L'amour ne vit pas dans la mémoire, il vit dans les sens. Chaque fois que Sophie regarde cette photo, elle sourit, parce qu'elle sait que Jean-Pierre avait raison. La saveur de ce jour en Toscane était pour toujours, non pas parce qu'il s'en souvenait, mais parce que son corps ne l'a jamais oublié. Et grâce à Nadia, grâce à son dévouement, grâce à son amour,
Sophie a eu 2 années supplémentaires avec son mari. Pas 2 années parfaites, pas 2 années comme avant, mais 2 années de connexion, 2 années de présence, 2 années d'amour. Et cela valait plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Certaines personnes diront que cette histoire est triste, que Jean-Pierre est mort, que la maladie d'Alzheimer a gagné. Mais Sophie ne le voit pas ainsi. Elle y voit une histoire d'espoir. Une histoire d'une femme qui a refusé de baisser les bras. Une histoire d'amour qui a trouvé un moyen de survivre, même lorsque l'esprit oubliait. Et une histoire qui aide des milliers de familles à ne pas perdre leurs proches, alors qu'ils sont encore vivants. Parce que c'est la vérité sur la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la guérir. Mais on peut choisir comment on l'affronte. On peut choisir de baisser les bras, ou on peut choisir de chercher dans le passé, dans les moments heureux, dans les saveurs oubliées. Et quand on trouve cette saveur, cette odeur, ce souvenir enfoui dans les sens, on trouve un petit bout de la personne qu'on aime, un petit bout que la maladie n'a pas pu voler. Et ce petit bout, aussi petit soit-il, en vaut la peine. Il vaut chaque effort, chaque larme, chaque jour à cuisiner la même recette. Parce qu'au final, l'amour ne se résume pas à se souvenir. Il s'agit d'être là. Il s'agit de ne pas baisser les bras. Il s'agit de croire qu'il y a toujours un moyen. Et grâce à Nadia Garnier, une femme de ménage de 48 ans, qui gagnait 8000 pesos par mois, Sophie a appris cela. Et maintenant, des milliers de familles l'apprennent également. Vous avez 2 options maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier que vous l'avez regardée. Ou vous pouvez vous rappeler que l'amour véritable ne vit pas dans la mémoire. Il vit dans les sens, dans les odeurs, dans les saveurs, dans les lieux que la maladie ne peut pas atteindre. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie atteint de la maladie d'Alzheimer, de démence, de toute maladie qui vole l'esprit, ne baissez pas les bras. Cherchez cette saveur, cette odeur, ce souvenir, parce que votre être cher est encore là. Vous avez juste besoin de parler sa langue. Et sa langue, maintenant, c'est le cœur, pas la tête. Cette histoire est vraie. Les noms ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. Mais la Fondation Mémoires Olfactives existe. Et elle aide des familles tous les jours. Si vous voulez en savoir plus, cherchez-la. Si cette histoire a changé quelque chose en vous, partagez-la. Parce qu'il y a des millions de familles qui perdent leurs proches en ce moment.
Et elles ont besoin de savoir qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore de l'amour, qu'il y a encore un pour toujours, recette après recette, odeur après odeur, larme après larme. L'amour trouve toujours le moyen, il le fait toujours.